Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre des Arts pour la suite de ce cycle consacré au polar. C'est déjà la 6e séance du cycle, donc on a avancé, mais pas avancé tant que ça dans les années 70, puisque c'est un peu le cœur de la sélection. On a ce film effectivement qui sort en 75, donc Un après-midi de chien de Sidney Lumet. Alors Un après-midi de chien, mais le titre anglais, donc c'est Dog Day Afternoon, et il semble qu'il y a quelque chose qui soit un petit peu perdu peut-être dans la traduction. Dog Day Afternoon, ça renvoie spécifiquement à un jour de canicule, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus proche peut-être de ce qui se passe dans le film. Et donc vous allez voir un film de braquage tout à fait singulier. Alors après, c'est un film de Sidney Lumet, comme vous avez pu le voir sur le programme, que vous connaissez peut-être. C'est un cinéaste important quand même aux États-Unis, et qui a une très longue carrière. Je crois qu'il a travaillé jusque la fin des années 2000, je crois. Et alors c'est quelqu'un qui vient du théâtre et qui est passé par la télévision dans les années 50. Il a réalisé notamment ce qu'on appelait des dramas, c'est-à-dire des fictions télévisées, donc filmées et retransmises en direct, puisque c'était un moment où on n'était pas encore capable d'enregistrer sur des magnétoscopes pour pouvoir monter, etc. Donc c'est un genre tout à fait particulier. Si vous êtes curieux, vous pouvez en voir certains sur YouTube ou autre. Donc c'est assez étonnant parce que c'est très complexe à réaliser, bien sûr. Et pardon. Et donc Sidney Lumet en a fait beaucoup, et il semblerait que ça lui a appris pas mal de qualités en fait qui vont lui servir plus tard, notamment l'efficacité, l'énergie, la précision, la préparation, et et aussi le fait d'être quand même très rapide, et donc aussi de capter quand même des choses qui sont prises dans l'instant. Voilà, on peut pas retourner 50 fois la même prise, puisqu'il y en a qu'une, quoi. Voilà, donc je crois d'ailleurs qu'il a fait une première version de 12 hommes en colère, qui est son premier film le plus connu, qui sort en 57 au cinéma, avec Henry Fonda, vous connaissez peut-être, un film de jury, enfin voilà. Il me semble qu'il avait fait une première version justement sous ce format-là télévisé, donc ce format spécifique qui s'appelle drama. Alors après et donc il a fait beaucoup de films, je crois que c'est quasiment un film par an, donc c'est assez considérable. Je peux pas citer tous les films, mais peut-être que vous connaissez Point Limite en 64, toujours avec Henry Fonda. Il y a Le Prêteur sur gage, il y a avec Sean Connery, il va faire le dossier Anderson, The Anderson Tapes, en 71, et puis il va tourner un autre film avec lui qui est pas très connu mais qui est passionnant, qui s'appelle The Offense en 73. La même année, il va tourner Serpico avec Al Pacino, qui va retrouver donc 2 ans plus tard dans Dog Day Afternoon. Et puis, après, il a fait beaucoup d'autres films. Moi, je citerai Network, que je vous recommande. C'est un film de 76 qui parle du monde de la télévision américaine, et de l'emprise des conglomérats, etc. Donc, c'est un film assez passionnant. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je citerai un film que j'ai découvert récemment qui s'appelle À bout de course, en 88. Qui est un très très beau film. Je peux pas tout détailler. Et donc son dernier film, c'est 2007. Alors c'est quelqu'un qui est globalement, alors il a une grande variété de réalisation de films. C'est pas évident de déterminer un style, hein. C'est pas comme Hitchcock. Mais globalement, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir souvent eu une approche assez progressiste de sujets sociopolitiques. Et puis, il s'est beaucoup intéressé aux questions de l'autorité, des institutions judiciaires, la police, et beaucoup aussi la ville de New York. Et effectivement, là, c'est là que le film va se situer, plus particulièrement dans le Bronx, là où a grandi d'ailleurs Al Pacino,
que je vais pas vous présenter bien sûr, mais peut-être juste resituer dans sa carrière quand même où il en est, puisqu'on est en 75. Le premier film qui va véritablement installer Al Pacino voilà, dans le paysage des grands acteurs. En 71, c'est Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg. Et puis très vite après, il y aura le Parrain en 72. Et puis le Parrain 2, un ou 2 ans plus tard. Il y a L'Épouvantail, il y a Serpico, déjà avec Lumet. Donc quand il fait Dog Day Afternoon, c'est voilà, un acteur qui est déjà quand même une star, quoi. Et donc c'est pas négligeable aussi dans la façon dont le film va se déployer, mais on en reparlera après la séance si vous voulez bien. Un autre acteur, alors voilà, c'est vrai que c'est pas vraiment une vraie affiche, mais il y a son complice dans le film est joué par John Cazale, qui est un acteur que vous avez sans doute vu. Il n'est pas forcément très très connu. Il a fait très peu de films, mais il a un visage assez inoubliable et une coupe de cheveux aussi assez inoubliable, et qui a joué dans le Parrain 1 et 2. Vous savez, c'est lui qui a incarné Fredo. Je ne sais pas si vous avez bien en tête, mais il a fait très peu de films. Il a fait Conversations secrètes, il a fait Voyage au bout de l'enfer, et puis il est mort très jeune, à 42 ans. Il n'a même pas vu le film monter. Mais c'est quelqu'un. Ce qui est intéressant peut-être de savoir, c'est que c'était un proche d'Al Pacino. Voilà, ils se connaissaient avec Meryl Streep, la petite bande comme ça. Ils faisaient beaucoup de théâtre ensemble, et donc vous allez voir c'est quelqu'un d'hyper doué. Alors voilà. Après ce que je peux vous dire sur le producteur, c'est Martin Bregman, qui était un agent de Star, donc entre autres pour Al Pacino, qui a produit des films plutôt de gangsters, Scarface, Carlitos Way, des choses comme ça. Et donc, comment il est tombé sur le sujet de ce film ? Il se trouve qu'en fait, le braquage que vous allez voir a vraiment eu lieu en août 72, et qu'un mois après, le magazine, le Life Magazine, va écrire il y a 2 journalistes qui vont écrire un article assez conséquent sur ce qui s'est passé, un article qui s'appelle The Boys in the Bank. Et après la séance, si vous voulez, je vous montrerai un scan de ces pages. C'est assez intéressant. Il y a des photos du braquage, etc. Et donc voilà, je vous détaillerai un peu tout ça, mais le producteur donc achète les droits de cette histoire. Et puis, il confie à un scénariste qui travaille. Il ramène Sidney Lumet et Al Pacino sur le projet. Et puis, quelque chose d'assez particulier aussi sur ce film, c'est qu'il va y avoir 3 semaines de répétition assez intenses. 3 semaines pendant lesquelles il va y avoir beaucoup de latitude donnée aux acteurs pour s'approprier le texte et même le retravailler. Il y aura pas mal d'improvisation et de réécriture du scénario. Et c'est une étape qui a été cruciale. Je vous en reparlerai après le film, et qui contribue, je pense, à sa réussite. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas faire trop long. En tout cas, voilà, le film a très très bien marché. C'est un film qui n'a pas coûté cher, quand même moins de 4 millions, ce qui n'est pas énorme. En plus, il était tourné très vite. Mais il a très bien marché au box-office quand il est sorti. Il était, je crois d'ailleurs, pour être précis, il était 4e, après Les Dents de la Mer et quelques autres. Et voilà, et puis donc l'histoire s'est bien terminée, puisqu'ils ont eu l'Oscar du meilleur scénario. Mais bon, ça c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que je crois que vous allez voir quand même un très grand film. Je suis content de pouvoir vous le proposer sur grand écran. Et j'espère surtout que vous resterez après pour en parler. Voilà, très bonne séance à toutes et à tous, et à tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on peut le revoir plein de fois, ce film. Personnellement, ça marche toujours. J'ai toujours l'impression qu'il va s'en sortir à la fin. Évidemment, non, mais il y a quand même on est quand même pris dedans, et je trouve qu'on est quand même toujours comme ça, extrêmement choqué par la fin, il me semble. Et puis il y a ce côté un peu drame en temps réel, quasiment. On a l'impression de voir quelque chose en temps réel, ce qui
Ce qui me rappelle ce que je vous disais au début là, sur les dramas et les fictions en direct pour la télé. Il y a peut-être quelque chose de ça. Alors, à la fin, vous voyez, il y a un truc très classique, c'est qu'on nous marque un petit peu le destin des personnages, notamment Sonny, donc, qui est parti pour une peine de prison de 20 ans. Juste pour prolonger ça, parce que évidemment le film en sort en 75. Et nous, on a du recul par rapport à ça. Et en fait, en réalité, le personnage qui a inspiré Sonny, enfin la personne qui a inspiré le personnage de Sonny, il s'appelait Wojtowicz, et il a réalisé que 5 ans de prison. Et le reste de sa vie apparemment n'a pas été très sympa. Enfin, c'est quelqu'un qui a vécu, je crois, beaucoup au chômage et qui est mort en 2006, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, à 60 ans. Sur le destin de Leon, qui est devenue effectivement une femme, Elizabeth Eden, je ne sais pas comment on prononce. Par contre, c'est beaucoup plus triste puisque elle donc est morte à 41 ans, quelque chose comme ça, dans les années 80. Donc voilà un petit peu pour le destin des personnages qui ont inspiré, enfin des personnes qui ont inspiré cette histoire. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais le reportage qui avait été fait, enfin l'article assez long qui avait été fait dans Life Magazine. Alors là, oui, on voit effectivement les premières pages en fait de cet article qui doit en faire 6 ou 8. Sur donc le braquage de banque qui a eu lieu donc en août 72, et donc on voit des photos du vrai John Wojtowicz, je ne sais pas comment on prononce exactement. Et alors ce qui est intéressant, ce que je noterais, c'est que je ne sais pas si, non, je ne pense pas que c'est marqué là, mais à un moment donné dans l'article, je ne sais plus si c'est les journalistes ou des personnes interviewées qui disent qu'il ressemblait un petit peu, il avait quelque chose de Dustin Hoffman, ou je ne sais plus si quelqu'un avait cité Al Pacino, mais Dustin Hoffman certainement. Et je trouve ça intéressant parce que honnêtement, je pense que Dustin Hoffman aurait pu jouer dans ce film, il aurait été pas mal. Enfin, c'est le genre d'acteur qui aurait convenu, mais je trouve ça tout à fait saisissant en fait que cette personne appelait presque déjà en fait finalement à un imaginaire de star de cinéma. Voilà. Puis donc là, on a des photos. Peut-être lui c'est le flic au milieu qui est incarné par Charles Durning, le sergent Moretti peut-être au milieu. Enfin voilà, je pense qu'on peut le trouver sur Internet si ça vous intéresse, c'est intéressant d'aller voir ça. Et d'ailleurs sur le déroulement du braquage et la plupart des tenants et aboutissants, c'est assez. Le film respecte assez. Enfin voilà, tout ce qui s'est semble-t-il passé pour de vrai. Alors, ce qui est intéressant peut-être de savoir aussi, c'est que Sonny, il dit qu'il fait ce braquage donc pour payer l'opération de changement de sexe de Leon. Et donc on a plutôt la sensation qu'il échoue puisqu'il va aller en prison à la fin du film. Mais dans la réalité, ce qui est, je trouve intéressant de savoir, c'est qu'il a quand même touché des droits en fait pour l'adaptation au cinéma. Alors moi j'ai trouvé l'équivalent de $50 000 actuels. Bon, en tout cas c'est surtout pour dire qu'il a donné une partie de cet argent pour que Leon, c'est-à-dire dans la vraie vie Ernest Aron, puisse réaliser son changement de sexe. Donc, je trouve ça intéressant de noter qu'il est quand même parvenu à ses fins d'une certaine manière grâce au cinéma. Donc c'est une sorte de destin qui semblait inscrit puisqu'il ressemblait déjà à une star de cinéma, et le cinéma est venu finalement à son secours d'une certaine manière. Et d'ailleurs la Warner qui a produit le film, donc c'est quand même pas un petit film indépendant quand même, hein, quand c'est la Warner qui est derrière. La Warner va payer les frais d'enterrement de Sal. Salvatore Naturile. Donc ouais, voilà un petit peu pour le. Alors évidemment dans la vraie vie ils étaient beaucoup plus jeunes tous les deux. Sal avait à peine 20 ans je crois, et Sonny avait quasiment 10 ans de plus.
Donc là, on voit bien qu'ils ont quand même adapté en fonction des acteurs. Autre chose que je voulais dire peut-être, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est cette histoire autour de Attica. Vous savez, quand il y a Sony qui harangue la foule en criant Attica, il y a une petite ligne de dialogue au début où il évoque la mutinerie d'Attica en disant « Oui, vous vous rendez compte, ils ont tué 40 personnes et puis ils s'en foutaient de tirer sur les flics, sur les prisonniers, etc. » En fait, ça renvoie à une mutinerie qui a eu lieu dans la prison d'Attica en fait 1 an avant le braquage, donc en 71, oui à peu près à l'été ou en septembre 71. En fait, il y a un militant des Black Panthers qui était incarcéré et qui a été assassiné là-bas dans cette prison donc, qui est de l'État de New York. Et à la suite de ça, il y a eu donc une mutinerie. Après quoi, les autorités ont fait intervenir l'armée qui a chargé et tiré dans le tas. Et il y a, moi j'avais noté qu'il y avait eu 35 morts. Bon, lui il dit 40, mais bon, en tout cas c'est quand même colossal. Et ça a beaucoup marqué l'opinion publique à l'époque, puisqu'il y avait aussi derrière effectivement tout l'enjeu autour de la lutte pour les droits civiques des Noirs, voilà. Donc et puis la violence et la brutalité de l'intervention de l'armée et donc des forces de répression, donc qui avait un côté aussi symbolique et qui a quand même pas mal choqué. Et donc c'est pour ça qu'il utilise en fait cette référence. Et c'est vrai si on l'a pas en tête, bon, on comprend peut-être pas aussi bien le sens que ça prend. Et d'ailleurs, alors pour le coup, cette idée en fait de parler de Attica, il semblerait que ça a été plus ou moins improvisé sur le tournage. Il semblerait que c'est l'assistant réalisateur qui a eu cette idée, qui l'a suggéré à Al Pacino. Voilà, toujours un petit peu dans ce régime un petit peu d'improvisation qui était celui du travail sur le film. Alors, donc il y a eu quand même, je parle d'improvisation, mais il y a eu quand même un travail de scénariste. C'est un scénariste qui s'appelait Frank Pearson, qui a travaillé donc, sur la base de l'article que je vous ai montré, qui était quand même déjà très fourni et qui avait demandé un travail de journalisme. Alors, ce scénariste il racontait qu'il n'avait pas réussi à parler directement à Wojtowicz, mais qu'il avait rencontré et interviewé en fait, les différentes personnes qui avaient été en contact avec lui, les proches, la famille, etc. Et ce qui ressortait de ça, il disait que c'était une personnalité assez contradictoire. Bon, toute évidence, ce qui se développe dans le film le montre bien, mais il trouvait que la personnalité de John Wojtowicz, c'est quelqu'un qui cherchait un peu à faire plaisir à tout le monde et qui s'était retrouvé un peu piégé parce qu'il ne pouvait pas justement répondre à toutes les demandes. On le voit bien au moment du coup de fil entre Sonny et Leon, où c'est lui qui est quand même dans une situation pas possible en train de cambrioler une banque, et Leon en fait lui dit tu te rends compte de ce que tu me fais à moi, etc. Et après il y a sa femme qui rejoue un petit peu ce numéro d'une façon un peu plus grotesque, mais il y a cette idée où voilà, effectivement lui essaie en fait de satisfaire les gens autour de lui. Enfin voilà, il y a un problème à ce niveau-là, et j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le schéma du film en fait, de ce type qui essaie d'une certaine manière, dans la situation où il est braqueur et il a des otages et les flics en face, à un moment donné, on a l'impression qu'il essaye aussi finalement d'arranger tout le monde, de négocier quand même avec les flics. En étant méfiant, mais quand même il y a cette idée, voilà, je donne des choses, vous me donnez des choses, voilà, on va s'arranger, quoi. Les choses vont s'arranger, on va s'en sortir. Évidemment non, ça se termine mal. Alors, je ne sais pas si vous avez, enfin si, je pense que vous avez apprécié la prestation de l'interprétation d'Al Pacino, qui est quand même assez extraordinaire. Et peut-être on en reparlera un petit peu. Quand on a proposé le rôle à Al Pacino, d'abord il a refusé parce que il y avait la dimension homosexuelle du personnage. Alors il faut quand même se remettre dans le contexte pour comprendre peut-être sa première réaction. C'était quand même voilà une star depuis on va dire 4 ans.
il avait atteint un certain niveau et la société étant ce qu'elle était à l'époque, et ben c'était pas évident pour lui en fait de prendre ce risque dans un film, encore une fois, qui était quand même une grosse production destinée à une grosse distribution, enfin une distribution à grande échelle. Et puis après il a lu le scénario et il a vu en fait voilà la dimension très humaine du projet et il a accepté. Mais ils ont, lui et Sidney Lumet ont retiré quelques éléments qui, selon eux, entre guillemets, allaient trop loin. Mais là, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que j'entends par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le scénario, il devait carrément embrasser Leon, je crois, devant tout le monde dans la rue. Là, je pense que c'est le moment en fait où il le voit arriver et il lui dit « Hey Leon, bon anniversaire !» L'autre, il tombe dans les pommes, ce qui est très drôle. Mais donc voilà, donc il y avait quand même ce projet de figurer à l'écran deux hommes qui s'embrassent, et pour l'époque c'est pas évident du tout. Et en fait on peut se dire ils ont eu un peu froid aux yeux quoi, ils sont pas allés au bout du sujet. En fait l'explication que donnait Sidney Lumet est assez intéressante parce qu'il y a une autre chose aussi qu'il a pas montré dans le film, c'était la diffusion à la télévision du petit film qui avait été fait lors du mariage entre Sonny et Leon. Ce film existe, je crois même qu'il y a des photos dans l'article. Il y a eu un mariage qui a eu lieu, ils se sont mariés en 71 je crois, donc un mariage avec un prêtre défroqué, je crois on dit comme ça, et puis voilà, quelque chose en fait d'organisé, voilà, avec quand même des gens de leur famille, des amis, mais semble-t-il un côté un petit peu moqueur, un petit peu grotesque, dans le sens où je crois que la bague de mariage était plus ou moins une capsule de bière ou un truc comme ça. Donc il y avait un petit peu les deux, un côté sérieux et pas sérieux. Et en fait voilà, Sidney Lumet a dit non, je vais pas le mettre dans le film parce que ce genre de séquence, ce que ça risque de faire en 1975, donc au moment où il fait le film, ça risque finalement de casser ce que le film essaye de faire par rapport à cette histoire d'amour entre deux hommes qu'on veut représenter. Ça risque de faire qu'il peut y avoir des gens dans la salle qui se mettent à ricaner. Ou d'autres qui se mettent à être extrêmement choqués, partir, etc. Donc il disait il vaut mieux supprimer en fait ces deux moments dont je vous parlais, et puis se concentrer à faire passer l'essentiel, qui est quand même d'arriver dans un film qui est quand même je vous disais pas une énorme production, mais quand même une production d'une certaine ampleur, avec une large diffusion, et bien d'arriver à aborder quand même ce sujet-là et à le traiter de façon humaine et de conserver quelque chose d'universel, c'est-à-dire d'arriver à toucher un public à qui on ne racontait pas ces histoires avant au cinéma, et à rendre sensible cette histoire. Je veux dire, quand on voit le film, aujourd'hui la société a changé, mais le fait est qu'il est arrivé à rendre touchante cette histoire d'amour entre deux hommes, le geste que Sonny fait, ce geste un peu fou, de dire je vais braquer une banque pour lui payer son changement de sexe, et donc tout en ne niant pas la dimension un peu délirante évidemment du projet, mais que c'est quand même derrière un amour sincère, et moi je trouve que c'est très beau quand il y a le coup de fil entre les deux, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de l'intimité justement qui est très très fine en fait, parce qu'ils s'engueulent en fait comme un couple normal. En fait, l'enjeu, c'est ça un petit peu, je crois, c'est de dire qu'il y a une normalité au sens où c'est de l'amour, donc c'est universel, quoi, je crois. Enfin, donc voilà un petit peu pour les choix finalement de représentation qui sont liés à l'époque. Évidemment, vous savez bien que dans les années 70, c'était quand même l'homosexualité était quand même encore vue comme
une perversion ou une déviance voilà, ou alors quelque chose effectivement de grotesque. Enfin, voilà, je pensais voilà, il va y avoir La Cage aux folles ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir en fait de films de cette ampleur qui auparavant en fait aient abordé ce sujet de façon aussi sensible. Voilà. Donc c'est quand même déjà quelque chose de très admirable dans le film, je crois. Alors après, je vous disais, alors, sur les conditions de tournage, c'est intéressant parce que principalement, il y a deux choses. Il y a la préparation et puis le fait d'avoir choisi de tourner dans des décors réels, naturels. Le film est entièrement ils ont reconstitué la banque, alors pas à l'endroit où le braquage a eu lieu, mais dans un entrepôt qui était situé un petit peu plus loin. Donc ils sont quand même restés dans ce quartier du Bronx, et ils ont reconstitué une banque avec voilà, à peu près à l'identique, avec, je crois, voilà, des cloisons amovibles pour évidemment faciliter les passages de caméra, des choses comme ça. Mais ils ont tenu quand même à le faire sur place. Et ce qu'expliquait Lumet, c'est que l'intérêt de ça, c'était de pouvoir filmer de l'intérieur de la banque et de voir l'extérieur. C'est-à-dire qu'on garde une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'est pas l'effet studio, vous voyez, où ils auraient pu filmer tout l'intérieur en studio et raccorder avec des prises de vue extérieures. Mais en fait, ils voulaient conserver cette continuité, cette unité. Et quand on voit Sonny aller dehors, voilà, on le voit sortir dans la rue, il n'y a pas d'artifice, quoi. Donc ça, c'était très important pour Sidney Lumet. Et puis vous avez noté, voilà, qu'il n'y a pas du tout de musique, sauf évidemment au début où on entend la chanson d'Elton John, Amorina. Voilà, alors peut-être Elton John quand même, c'est peut-être un signe, hein, quand même. Elton John, Amorina, c'est 1970, mais je vais regarder Elton John. Alors il a déclaré qu'il était bisexuel, mais juste après le film. Enfin bon, je pense que les gens devaient s'en douter un peu avant. Alors bon, en tout cas, c'est de la musique qu'on entend au générique, donc qui est une utilisation très classique de la musique, mais qui en fait sert à raccorder sur l'intérieur de la voiture, puisqu'à la fin, la musique semble provenir de l'autoradio. Donc il y a vraiment cette intention finalement de commencer le film avec des vues de New York. Voilà, une espèce d'aperçu de l'activité de la ville, donc en ce jour caniculaire du mois d'août, avec des prises de vue très diverses qui ont été toutes prises un peu comme ça à la volée dans New York. Ils ont pris l'équipe de tournage a pris une voiture et puis ils sont allés filmer un peu à droite à gauche et ils ont condensé tout ça donc dans le générique, avec cette idée de se rapprocher à la fin de la voiture garée devant la banque et d'avoir l'impression finalement que les gens qu'on a vus dans la rue juste avant, qui étaient des parfaits anonymes, eh bien, c'est comme si on se rapprochait de l'un d'eux et qu'il se passait quelque chose. Effectivement, ils vont braquer une banque. Mais il y a voilà, cette idée quand même de s'immerger dans quelque chose de très réaliste, voilà, une approche dans un style très documentaire, quoi, voire parfois un peu d'effet de reportage télé, quoi, le basse-côté toujours très direct, quoi. Alors c'est marrant parce que ce générique, moi je le trouve intéressant parce qu'il a l'air de rien comme ça, mais quand même, en le revoyant, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il me semble qu'il y a un peu quand même une division entre des gens qui sont au travail, des ouvriers, des gens qui sont assez pauvres dans la rue, un petit peu, un peu SDF ou en train de cuver leur whisky, je sais pas. Et puis une autre série de plans qui concernent quand même plutôt des gens aisés, qui jouent au tennis, la piscine, etc. Et vers la fin de cette séquence, il y a un plan que je trouve assez significatif, qui montre les gratte-ciel de New York en haut de l'image et juste en dessous le cimetière. Donc il y a une façon comme ça, je trouve, dans cette fin de générique d'annoncer finalement la tragédie à venir d'une certaine manière. Hein, c'est comme si il condensait un petit peu le programme d'une certaine manière visuellement. Et puis il y a aussi quelque chose
une image un peu rapide qui est prise comme ça dans cette série de vues des rues de New York, qu'on note peut-être seulement à la deuxième vision, mais on voit la femme de Sonny, qui s'appelle Angie, sortir avec ses 2 enfants d'un cinéma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez rapide. Et elle sort parce qu'il y a le titre du film sur la marquise au-dessus, et c'est marqué Star is Born, hein, donc c'est, rappelez-moi en français, c'est Une étoile est née, c'est ça. Et bon voilà, je trouve que c'est pareil, c'est assez programmatique d'une certaine manière, puisque cette star, ça va être évidemment Sonny, hein, de toute façon. Donc il y a plusieurs éléments comme ça dans le film. Déjà dans la réalité, il était promis à être incarné au cinéma par Dustin Hoffman ou son équivalent, en l'occurrence Al Pacino. Et puis au tout début du film, il y a un peu quand même, comment dire, ce truc programmatique comme ça, de se dire que on annonce déjà qu'une star va apparaître, quoi. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être dans un instant. Juste avant, peut-être finir sur les conditions de tournage. Oui, sur les lieux mêmes, il y a ce truc assez incroyable de la foule. Je trouve que c'est quand même très très réussi, en fait, toute cette foule qui entoure comme ça la banque. Et il semble, pas d'après Ciné Lumet et ce qu'on peut lire sur le film, il y a eu 300-400 figurants qui ont été embauchés, mais il y a en gros tout le voisinage en fait qui est venu. C'est-à-dire qu'ils ont tourné en continuité tout le film, c'est-à-dire en 2 fois. Ils ont fait une première fois dans la banque, toutes les scènes dans la banque, et ensuite ils ont tourné toutes les scènes dans la rue. Enfin, il y a cet effet de continuité. Et puis effectivement, à l'extérieur, il y a énormément de riverains qui sont venus. Je pense qu'il y a des plans où on voit des gens aux fenêtres, c'est probablement des plans volés. Et puis au niveau des policiers, il fallait aussi des vrais policiers pour sécuriser un peu le tournage. Donc à un moment donné, ça se confondait un peu tout ça. Donc c'est ça qui est assez fascinant, c'est que je pense que ça fait partie de la technique de Sidney Lumet aussi, de créer une situation où les choses vont, la sauce va prendre d'elle-même, en fait. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir des choses qu'on ne va pas totalement maîtriser. Je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, et qui donne en fait cette sensation de vie très très forte. Et donc pour les répétitions, comme je vous disais un petit peu avant la séance, il y a un scénario qui a été écrit avec des dialogues, mais Sidney Lumet a tenu donc à faire répéter les acteurs pendant 3 semaines. Ils ont pris le temps, et surtout il leur a demandé de pas incarner ou interpréter des personnages, mais de les approprier, au sens où ils devaient venir avec leurs propres vêtements, sans maquillage, et se réapproprier les dialogues, et donc les redire avec leurs propres mots. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas qu'ils soient là pour dire des lignes de dialogue préécrites. Et donc ils ont travaillé tout ça en mode un petit peu improvisation, et ensuite ils ont réincorporé les propres mots qu'eux avaient utilisés dans la situation qui était celle du braquage et son déroulé, et ils les ont réintégrés dans le scénario pour ensuite, quand ils ont tourné, ils se sont référés en fait à ça. Donc ils ont joué en fait ce qu'ils avaient développé de la situation en répétition. Donc il y a cette nécessité, évidemment, on ne peut pas improviser n'importe comment pour réussir à tourner un film qui coûte quand même cher. Faut quand même pas prendre trop de temps, etc. Mais il y a quand même cette idée, voilà, que Sidney Lumet est quand même parti d'une situation, d'une mise en situation, et pas c'est pas le type de cinéaste qui part d'un storyboard un peu à la Hitchcock, vous voyez, et qui ensuite va fabriquer le film sur le plateau en se référant à ces images préconçues. Lui, il va au contraire, il va plutôt chercher à créer la situation, voir ce qui advient, et ensuite trouver comment la filmer pour la traduire le mieux possible, quoi. Et voilà, donc je trouve que Al Pacino est formidable, ils sont tous super. Celui qui interprète Sal, donc c'est John Cazale, là je vous en avais parlé un petit peu, et je le trouve vraiment pareil, extraordinaire. Le moment où il dit que pour aller dans un pays étranger, il veut aller dans le Wyoming, c'est quand même super, quoi.
Puis il a un côté un petit peu impassible, un peu poker face, quoi, qui est vraiment très réussi. Voilà, donc alors bon, je crois que pour les conditions de tournage, après il y a peut-être les 2 petites anecdotes qui sont assez rigolotes, parce que le film a été tourné en automne quand il faisait assez froid, et donc tous les acteurs avaient en fait produit de la buée, quoi, avec leur haleine, donc ils étaient obligés de mettre des glaçons dans la bouche pour la supprimer, parce qu'ils étaient censés transpirer sous 40 ou 45 degrés. Et Sidney Lumet a ressorti donc sa vieille recette pour la transpiration. Il avait une recette qu'il avait inventée sur 12 hommes en colère. Si vous avez le film en tête, ça transpirait beaucoup. Et en fait, c'était une recette à base d'eau et de glycérine, enfin, pour que ça reste un peu attaché au visage. Donc voilà, ouais, un peu pour les conditions de tournage, qui étaient quand même, je pense, une sacrée aventure. Et c'est pareil au niveau de la lumière, parce que ça, on n'y pense pas. Surtout qu'aujourd'hui, avec les nouvelles caméras, on a une telle sensibilité que c'est beaucoup plus facile de tourner dans des conditions d'éclairage faibles. Là à l'époque, bon, c'était quand même de la pellicule, mais ils ont quand même tourné uniquement avec ils n'ont pas rajouté de lumière artificielle au sens mettre des projecteurs de cinéma. Ils ont vraiment utilisé uniquement les néons que vous voyez dans la banque, par exemple, en changeant la puissance ou en rajoutant, mais ils n'ont pas changé la nature de la lumière, y compris à l'extérieur quand il y a les gros projecteurs de police là, la nuit. Ils ont rajouté, je crois, aucune lumière supplémentaire. Ils se sont servis de la façade de la banque qui était peint en blanc pour faire de la réflexion. Voilà, ce genre de truc qui fait que y a toujours cette recherche en fait du moindre artifice, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, et d'ailleurs ils ont été extrêmement efficaces, parce que je crois qu'ils ont fini avec 3 semaines d'avance le tournage. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Alors je vous parlais tout à l'heure du générique de début avec le cinéma duquel sort Angie avec les enfants, avec ce film donc A Star is Born. Mais je ne sais plus s'il le dit dans le film, mais Sall, à l'origine, dans le vrai braquage, il avait vu le Parrain au cinéma le matin même. Et quand il est arrivé dans la banque, il a écrit un petit mot qu'il a donné au comptoir, sur lequel il a écrit « C'est une offre que vous ne pourrez pas refuser ». Et il a donné ça pour faire comprendre qu'il braquait la banque. Encore une fois, c'est intéressant, parce que finalement, le cinéma, encore une fois, devient finalement une sorte de source d'inspiration pour des comportements dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est devenu un peu banal en fait de dire ça, mais à l'époque c'est en train d'arriver en fait, voilà, ce genre d'influence finalement du cinéma et plus généralement des médias. Ça on en reparlera, parce que les médias, il y a quand même des choses à dire, mais voilà, il y a cette idée finalement que les gens en fait se comportent entre autres par rapport en fait à des modèles vus au cinéma ou à la télé. Donc c'est tout à fait étonnant, et je crois que on en parlait un petit peu avec Emmanuel Burdeau, si vous êtes venu voir le cycle autour de Danay, quand on a projeté le film de Woody Allen, Annie Hall. Il y avait cette idée, voilà, qu'on arrivait dans un cinéma qui finalement mettait en scène aussi la cinéphilie. En tout cas, ça devenait le cinéphile devenait un sujet de film aussi. Donc voilà, on entre quand même dans une nouvelle période, et tout ça va avec l'idée de toute façon que ce que je disais aussi dans les autres séances, que pourquoi c'est une période qui est si intéressante, le nouvel Hollywood, et donc le début des années 70 globalement, c'est que la société américaine en fait se transforme tellement, et il y a tellement de problèmes que c'est très intéressant en fait. Ça produit plein de choses. C'est un film de braquage qui, ça vous a pas échappé, qui nous fait sympathiser avec les braqueurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui le rattache. C'est un film qui est typiquement du nouvel Hollywood, parce qu'il y a cette sympathie pour des criminels.
Et je ne sais pas si vous avez vu le film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde. Je crois qu'il date de 68 à peu près. Mais c'était un des films qui a le plus compté dans le début, le lancement du nouvel Hollywood. Et c'est un film, effectivement, qui nous rend sympathiques des braqueurs de banque. Bonnie and Clyde, maintenant c'est devenu un mythe, évidemment. Mais voilà, comment dire, on est dans une période où il y a contestation du système qui est très forte, qui passe beaucoup par tout ce qui relève de la contre-culture, contestation politique. Je pense que vous connaissez tout ça. Mais le film, je pense, s'inscrit là-dedans, dans cette veine, où en fait il y a ce qu'on a souvent reproché aussi au Nouvel Hollywood, en fait, cette espèce d'inversion systématique des valeurs, entre guillemets, où finalement ce qui avant était dans le cinéma classique, il y avait des repères très sûrs et intangibles sur ce qui est bien, ce qui est mal, et puis le Nouvel Hollywood en fait a un peu systématiquement renversé les choses. Ce qui est peut-être différent, je trouve nouveau en tout cas par rapport à ce qu'a inauguré Bonnie and Clyde sur cette valorisation finalement des criminels, c'est peut-être justement le côté syndrome de Stockholm, en fait, les otages qui eux-mêmes en fait se prennent de sympathie pour leur bourreau quand même, à la base. Et je trouve ça, c'est probablement je crois, vous me direz si vous avez d'autres idées, mais un des premiers films, je crois, qui fait ça. Et je trouve que c'est très fort parce que le film arrive à en fait nous embarquer là-dedans. C'est-à-dire que nous, comme spectateurs, est-ce qu'on ne serait pas aussi un peu otage quand même de Sony et de tout son cirque? Et donc, les vrais otages sont, à mon avis, un peu un relais quand même du spectateur émotionnellement, quoi. Voilà. Alors bon, après, une autre dimension qui relève, à mon avis, typiquement du Nouvel Hollywood, c'est aussi cette façon d'amener au centre de l'image. Alors ça a été beaucoup dit par plein de critiques, d'historiens du cinéma, d'amener au centre de l'image des gens qui jusque-là étaient relégués à la marge ou à l'extérieur, enfin qui n'avaient pas le droit à la représentation. Si vous étiez là quand j'ai fait la séance avec Meurtre sur la 110e rue, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé justement de la représentation des Noirs dans le cinéma américain. Et effectivement, dans Meurtre dans la 110e rue, c'était un des premiers films, sans doute, et ça date de 72, où on pouvait voir un personnage de noir américain qui aspirait à une forme de normalité, finalement. Bon, il passait par l'entreprise criminelle, mais parce qu'il n'avait pas le choix, mais ses aspirations étaient celles, finalement, d'un Américain moyen. Et et donc ça c'est quelque chose qui était impossible quasiment avant. Quand on regarde la Blaxploitation, les Noirs ont eu droit en fait entre guillemets à des films qui étaient faits pour eux, c'est-à-dire mais qui étaient dans l'héroïsation, dans le spectaculaire, dans l'exceptionnel, des trucs qui au fond étaient un peu peut-être des clichés un peu mais auparavant il y avait Sidney Poitier. Il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs noirs qui avaient droit à l'image, entre guillemets. Après, on peut évoquer aussi la manière dont les Indiens, en fait, ont été, entre guillemets, revalorisés. C'est-à-dire qu'on a revisité l'histoire des États-Unis, on s'est mis à dire, peut-être ce qu'on a dit sur les Indiens, c'était pas tout à fait juste. Donc, il y a Little Big Man en 70. Commencent à dire oui, mais on a massacré les Indiens, donc on les fait venir dans l'image, et ils ont droit à une représentation, ils ont droit à une place à la table de l'histoire et à être mis à une place qui semble plus juste. Et là, en fait, il y a la question effectivement de la représentation de l'homosexualité. Et c'est intéressant. Bon, ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais
c'est intéressant parce que je pense que les décisions qu'ont pris Sidney Lumet et Al Pacino par rapport à ce qu'on pouvait montrer, en tout cas en 75, ils ont été, je pense, assez justes. En tout cas, il semble pas que le film ait fait un scandale. Enfin, j'ai pas lu toutes les critiques de l'époque, mais il semble que ça a été bien accepté par le public et ça n'a pas été moqué ou rejeté. Et d'ailleurs, les associations de défense des communautés gays qui commençaient à exister à l'époque ont trouvé le film tout à fait bien, quoi. Donc je trouve que c'est un film pour ça qui je trouve qui reste impressionnant et que je trouve. Alors il y a un côté évidemment un peu sensationnel de toute façon, puisqu'il y a le côté braquage de banque, etc. Mais encore une fois, il y a quand même cette capacité du film à toucher les gens, avec une histoire qui d'habitude aurait été reléguée dans le ridicule ou dans la déviance, quoi. Voilà. Donc ça, je trouve ça très très fort. Après, j'en viens peut-être finalement au point que je trouve le plus important dans ce film, enfin ce qui est peut-être ce qui le fait tourner, ce qui le fait marcher. C'est quand même la façon qu'il a de mettre en scène Sony et la façon dont Sony en fait a de se mettre en scène lui-même. Vous voyez bien au début, il y a toutes les caméras de télévision qui débarquent, ça devient une espèce de cirque médiatique. Ce qui est intéressant, c'est que Sony va apprendre en fait avec son braquage comment fonctionnent les médias, comment finalement ils manipulent l'information. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Et voilà, il y avait d'autres films là-dessus. Ça, c'est pas une très très grande nouveauté. Moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la façon dont le film nous montre comment Sony va à son tour essayer de corriger en fait cette image et essayer de prendre la main, et il y arrive de temps en temps, sur la représentation, sur le spectacle. On a vraiment l'impression que ce parvis là, le trottoir devant la banque, c'est vraiment comme une petite scène en fait sur laquelle il fait son spectacle. Bon, il y a le moment où il va crier Attica, il va jeter les billets, ce genre de choses. Mais il va être au téléphone, en direct avec le journaliste de télévision, ce genre de choses. Donc il y a ce circuit très impressionnant où en direct, en fait, il va pouvoir finalement influer sur l'image qui est fabriquée de lui en temps réel, quoi. Je trouve que le film est extrêmement fort là-dessus, et il reste fort aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti en fait de ce type de rapport aux médias ou au spectaculaire médiatique, puisque aujourd'hui c'est juste décuplé avec les réseaux sociaux, mais c'est au fond la même démarche en fait de la personne qui crée l'événement finalement va participer à sa représentation, quoi. Et là, je trouve que là-dessus, le film est incroyablement moderne, quoi, dans cette façon qu'il a quand même, comme je vous disais, d'une certaine manière de nous prendre en otage, et puis d'apprendre très très vite finalement à mener en fait ce cirque médiatique. Donc et je trouve qu'Al Pacino, en fait, pour moi, c'est un de ses plus grands rôles, peut-être avec Scarface, parce que je trouve que c'est un acteur qui il est très très fort, mais c'est un jeu d'acteur quand même, il me semble démonstratif. C'est quand même pas tant que ça dans la retenue. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'aime Scarface, c'est parce que c'est l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est que cet acteur, j'ai l'impression, profite beaucoup de ce type de personnages qui sont un peu des acteurs nés, quoi, d'une certaine manière, et que c'est le rôle parfait pour lui. C'est-à-dire qu'il c'est le rôle d'un acteur, en fait. Il joue, voilà. Donc,
Voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur ce film. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une remarque ou ce que vous avez ressenti, vous, devant ce film. Quelques années plus tard, William Friedkin a fait un film avec Al Pacino. C'était Cruising. Ouais. Cruising, qui traite du milieu homosexuel new-yorkais. C'était intéressant que ce soit Al Pacino qui joue avant. Oui, oui, alors Cruising, oui, ça doit être 1980, un truc comme ça. Et ouais, effectivement, là, c'est autre chose parce que William Friedkin, on en parlera de William Friedkin au mois de mai, puisque je vais vous projeter Police fédérale Los Angeles, qui est un film un peu plus tardif, ça doit être 85, quelque chose comme ça. Friedkin, effectivement, le roi du polar, du coup, puisque c'est lui qui a fait French Connection en 71, qui a vraiment renouvelé profondément le genre. C'est parce que là, je vous dis, effectivement, ce film, il est fait sur un mode de représentation qui est calqué un peu sur le documentaire, voilà, le tournage sur le vif, etc., pris sur le vif, etc. Mais c'est quand même French Connection qui a ouvert un peu cette voie, justement, du tournage comme ça dans les rues de New York, la ville un peu crade, les policiers borderline, et puis effectivement cette sensation en fait, de presque parfois de voir un documentaire qui est elle-même inspiré, d'après Friedkin, il s'était inspiré de Z de Costa Gavras. Voilà, donc c'est quand même des cinéastes qui regardaient beaucoup aussi vers le cinéma européen. Mais donc pour revenir à Cruising, effectivement c'est un polar un peu sulfureux qu'il a fait à cette époque où Al Pacino joue un flic qui va pour enquêter dans le milieu SM gay de New York, va finalement ne plus savoir qui il est, quoi, en gros. Mais c'est complètement autre chose, hein. C'est vrai qu'on n'est pas du tout... voilà. Ouais. Mais c'est le même acteur. Bon, on pourrait dire qu'il y a la thématique de l'homosexualité, mais qui n'est pas du tout du même ordre, en fait. Voilà, ouais. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que ressentir à la fin, que ça pourrait se finir bien, des exceptions ne crois pas court. Je pense que derrière tout ça, c'est vraiment tout le côté Nouvelle Hollywood, quoi. C'est-à-dire la période un petit peu nos futurs, le côté le raid américain qui est mort, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, pas mal de films de cette période-là, moi je les vois vraiment, et justement en rapport avec la place du cinéma qui, comme tu disais, de ta star séculière, où tu as l'impression qu'on te dit, pendant 1h30 ou 2 heures, on va vous faire croire que le monde peut être différent, mais en fait, non, pas possible, quoi. Tu as une forme de fatalité sur le fait que le système est trop fort, etc. Et sur ce volet-là aussi, ce que je trouve qui est assez étonnant, justement, c'est ce que tu disais aussi sur le fait que comment le sujet de l'homosexualité est traité de manière être très soft. T'as aucun moment, je trouve, dans le film où t'as soit le système, soit les personnages, même les otages, qui sont choqués de ce volet homosexuel. C'est très normalisé, en fait, à l'époque, ce qui est assez fort, hein. Je pense qu'en France, à l'époque, on faisait plutôt la cage au Paul, hein. On n'était pas sur le rejet de l'homosexualité. Et on a une vision du monde à travers ça, dans lequel on se dit, la société, c'est pas sur ce sujet-là qu'elle est malade, en fait, quelque part, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant. Ce qu'on disait aussi sur le traitement dans cette période-là aussi, le rapport homme-femme, le rapport avec les minorités des mains, en fait. C'est toujours un peu cette impression-là, tu vois, après coup, en y réfléchissant du nouvel Hollywood, où tu dis, il y a plein de problèmes dans la société américaine, mais en fait, le sujet principal, c'est pas ça. C'est que, vraiment, il y a une espèce de grosse machine fataliste, de déterministe, et en fait, c'est de ça que parle. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, oui, sur le côté un peu fataliste qui est typique du Nouvel Hollywood, c'est vrai que dans la série des polars, ce que je disais précédemment dans les autres séances, c'est que ça se finit toujours mal parce que c'est souvent les flics qui n'arrivent pas finalement à s'adapter à la société telle qu'elle a trop changé, et qu'elle ne correspond pas à leur vision plutôt mythologique de la justice américaine.
Et donc ils se retrouvent à se battre contre vents et marées, et puis ils finissent, ça se finit mal pour eux en général. Là c'est un peu différent parce que alors sur le rapport en fait à la société, alors le film est pas, comment dire, je trouve pas que le film a un discours sur un désespoir qui serait vraiment lié à une inégalité entre les classes ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement la dimension économique, sauf que bon, il a besoin d'argent pour, dit-il, pour le changement de sexe. Mais je sais pas, j'ai pas senti dans le film un discours quoi là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que t'as pas vraiment de con et de méchant déjà dans le film. Clairement, même des flics qui se disent sont pas méchants peut-être les flics dedans. Mais je trouve qu'il y a une forme de fatalité pour tous les personnages. Tu vois, c'est-à-dire que t'as la société qui est un espèce de gros machin dans lequel ils sont, dans lequel personne que se sortir de la condition dans laquelle ils sont. T'as même pas ce côté-là. Déjà le côté, il y aurait les méchants riches ou les antipodes, ou au contraire. Chacun joue le rôle dans lequel il a été assigné et il peut pas en sortir et puis il a stack. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Le film, en fait, en tant qu'objet aussi, il redouble un peu finalement à la fois la personne en fait de Wojtowicz, qui devient Sonny là dans le film. Ce côté où finalement avec cette mise en scène, ce braquage, etc., quand même il a une forme d'existence spectaculaire en fait. Pour moi c'est quand même ça aussi le sens de toute son action en fait. Ça le fait quand même exister aux yeux de la société. Alors peut-être qu'il l'a pas fait exprès, mais quand même il s'y prend quand même super bien. Il a droit à ce monde de représentation, alors qu'avant des gens comme lui n'avaient pas ce droit. Mais ça, comme tu dis, ça dure que 2 heures. Et est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas. En tout cas, il y a quand même cette idée qu'on bascule de toute façon dans un nouveau monde en fait qui fonctionne beaucoup en fait au spectaculaire. Et ça me fait penser un peu. Je ne sais pas si vous étiez là quand je faisais les séances sur De Palma, Phantom of the Paradise. Parce que le discours de Palma dans le film, c'était de dire au fond, à la fin, qui est-ce qui gagne ? C'est le spectacle. Et peut-être c'est ce qu'on pourrait dire aussi de ce film-là, peut-être en tant qu'objet, je sais pas. Mais il a quand même, c'est peut-être un peu dur de conclure ça. Après, peut-être, je sais pas si le film dit exactement la même chose, mais j'ai un peu ce sentiment. Et voilà. Mais après, quand même, il y a, je trouve, ce qui est très beau dans le film, c'est quand même cette capacité de Sidney Lumet comme tu disais, il n'y a pas de bon ou de méchant. C'est-à-dire que les flics auraient pu être dépeints de manière beaucoup plus critique. Et en fait, le Moretti, là, c'est plutôt un bon gars. On n'a pas l'impression qu'il... Le type du FBI, c'est différent. On sent qu'il y a de la fourberie. Quand même. Quand il lui dit t'inquiète pas, on s'occupe de Sal. Voilà, il y a quand même quelque chose de. Mais ça, c'est aussi parce qu'on passe à un autre niveau du système. C'est-à-dire que le FBI, ça renvoie quand même à l'instance gouvernementale qui est au-dessus en fait, et une instance de pouvoir comme ça qu'on maîtrise pas bien. Et souvent d'ailleurs dans les fictions de gauche de l'époque, il y a toujours ces tentatives d'essayer de trouver en fait où est la source exacte de pouvoir en fait, avec toutes les affaires de Watergate, ce genre de choses. Et puis en général, ce qu'on voit dans les thrillers paranoïaques de l'époque, en général les héros n'arrivent pas à vraiment l'identifier, quoi, parce que tout devient hyper nébuleux, on ne sait pas exactement qui contrôle quoi, etc. Et il y a un petit peu ce sentiment-là, en fait, je trouve, avec le FBI, quoi. Et puis ils sont très froids, d'ailleurs, lui, et puis le chauffeur qui est incarné par Lance Henriksen, là, il y a un côté, il est pas encore le robot de Aliens, mais il est quand même pas sympa, déjà. Voilà, bon. De toute façon, ça va devenir un cliché, ça, le FBI qui débarque sur les lieux du crime ou du braquage, et puis qui prend la main, et ça énerve le shérif ou un tel, etc. Bon, ça c'est devenu vraiment un cliché, quoi.
Ben voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et donc la prochaine fois, je vous passerai. Alors oui, The Onion Field, en français, Tueur de flics. C'est une autre adaptation de l'écrivain Joseph Wambo, qui était à l'origine du film que je vous avais passé en deuxième séance, qui était les flics ne dorment pas la nuit. Et Joseph Wambo, qui était ancien flic, devenu romancier, et qui donc a écrit un livre qui n'est pas une fiction d'ailleurs, qui est basé sur des faits réels, et qui parle d'un drame, je ne vais pas en dire plus, qui implique des policiers. Et le film date de 79, si je ne dis pas de bêtises, et c'est probablement un des premiers grands rôles de James Woods, très peu connu. Et c'est vraiment un très grand film. J'espère que vous viendrez le voir. Bonne soirée.